l'invité de la matinale. KTO Radio. De la couleur, de la subversivité et des messages d'amour et de fraternité. C'est ce qui définit, je pense, l'œuvre de Corita Kent, une artiste américaine connue sous le nom de Sister Mary Corita, dont la foi catholique a grandement inspiré son art. Une exposition lui est en ce moment consacrée au Collège des Bernardins jusqu'au 21 décembre. Pierre Corzilius est avec nous pour en parler. Bonjour. Bonjour Maxime. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur du pôle art et culture au Collège des Bernardins. Alors, première question simple, qui est Corita Kent ? Quelle est son histoire ? Je pose cette question car l'artiste n'est pas si connu en France. Non, il n'est pas très connu en France. Corita Kent est née en 1918 dans l'Iowa. Elle est entrée dans l'ordre du Cœur Immaculé en 1936. Donc c'est une religieuse qui avait des dons artistiques qui étaient soutenus par ses parents. Elle a donc œuvré dans cette communauté pour développer un centre d'art qui a développé la sérigraphie. Elle est donc une graphiste, une artiste complète et une photographe tout à fait hors pair. Le titre de l'exposition s'appelle Corita Kent, la révolution joyeuse. Pourquoi ce titre ? Que propose l'exposition ? Eh bien, Sœur Corita a effectué ou vécu aussi plusieurs révolutions. Elle a vécu les révolutions qui sont des États-Unis de cette période des années 50, de la guerre du Vietnam, aux émeutes sociales, à la marche de Martin Luther King, etc. Et elle-même, elle a révolutionné l'art de la sérigraphie, du graphisme, en mêlant justement texte et images d'une manière tout à fait étonnante, en transfigurant, en transcendant des messages d'une grande banalité, en leur donnant une spiritualité tout à fait étonnante. Donc plusieurs révolutions à l'œuvre dans la vie de Corita Kent. Même si l'exercice est assez périlleux en radio, est-ce que vous pourriez décrire à quoi ressemblent ces œuvres ? Oui, il faut s'imaginer, il y avait en face de l'ordre du Cœur Immaculé, il y avait un supermarché. Les sœurs allaient se ravitailler, ils achetaient du pain, des tomates et d'autres produits. Et c'est où aux États-Unis ? Alors ça, c'est important de le demander, puisque c'est dans le quartier d'Hollywood. Donc vous imaginez l'ordre dans les années 60 ou dans les années 50, dans le Hollywood des années 50-60, les congrégations, les ordres catholiques étaient quand même pas de légion, donc elles étaient un peu, exceptionnelles visuellement dans le quartier. Mais en tout cas, elles avaient une vie comme nous tous. Et Sœur Corita s'intéressait à ces messages qu'elle voyait de publicité, de pain, power bread, wonder bread, enfin du pain extrêmement bon, extrêmement doux, ce pain industriel américain qu'on connaît qui est vraiment tout à fait infect. Eh bien, elle prend ce message de wonder bread, power bread, et effectivement, pour une religieuse, c'est évident de le transformer, de le transfigurer en hostie, c'est-à-dire en pain consacré, et de transformer en fait ce message d'une grande banalité visuellement, c'est ça le deuxième axe de Sœur Corita, et bien de transformer cette expression en expression artistique visuelle. Et c'est donc une de ses œuvres, par exemple Wonder Bread, où on voit ces couleurs de ce pain, de cet emballage transformé en rond, qui évoque évidemment directement une hostie. Quelles sont ces œuvres les plus connues ? Wonder Bread en fait partie, donc on a la chance de pouvoir l'exposer. Donc des sérigraphies, il faut s'imaginer, c'est des pages qui sont plus ou moins A3, un peu plus grandes, un peu plus petites selon, et qui sont imprimées sur du papier très fin avec des couleurs extrêmement fortes. Ça, c'est une grande surprise aussi. On peut imaginer une sœur qui fait des tableaux très, avec des images convenues, etc. Ici, c'est pas du tout le cas. Il y a eu une période de Sœur Corita où elle a effectivement les visuels habituels, imprimés aussi, imprégnés comme elle était de l'art byzantin. On en trouve aussi plusieurs, mais elle a tout de suite
pris ce risque énorme d'utiliser des couleurs que nous, on a connues dans les années 80, du fluo, du rose très fort, du jaune criant. Et elle a donc utilisé cette force qui reste aujourd'hui, puisque la qualité de ces sérigraphies est tout à fait étonnante. Et pourquoi a-t-elle justement choisi la technique artistique de la sérigraphie? Alors ça aussi, c'était par le peintre Ramos Martinez, un peintre mexicain. Elle a rencontré sa veuve qui lui a présenté cette technique comment dire, de création en masse, puisque la sérigraphie, c'est un moyen oui, assez peu cher et assez simple à réaliser pour faire en masse des œuvres. Et cette production en masse, elle a un sens puisque une de ses activités était aussi la diffusion au plus grand nombre. Donc elle était à la tête du département d'art de sa communauté. Et donc, elle enseignait cette technique aux sœurs, mais aussi aux laïcs qui venaient. Et donc, il produisait et montrait ces sérigraphies à l'extérieur aussi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Pierre Corzilius, dans quel contexte politique et sociétal à l'époque Sœur Marie Corita inscrit son art? Eh bien, moi, je dirais qu'il y a deux situations à l'époque. C'est la situation des conflits de la guerre du Vietnam jusqu'aux émeutes sociales que j'évoquais tout à l'heure. Il ne faut pas oublier qu'on est à Los Angeles, donc c'est le quartier de Watts, donc c'est les émeutes qui ont marqué les États-Unis pour des décennies. C'est la marche de Martin Luther King, donc de l'autre côté du pays. Et c'est évidemment aussi la révolution, entre guillemets, de l'Église catholique, c'est-à-dire fin 62, 63, Vatican II. Donc il y a quand même deux situations extrêmement importantes qui ont marqué soit l'Église, soit la société. Sister Corita, elle observe ça, elle réagit à ça, elle est touchée par la guerre. Une des œuvres qu'on expose, c'est Stop the Bombing. Elle a vu cette une de journal dans une poubelle. Elle a pris, elle a photographié et elle a reproduit ces caractères déformés aussi dans une œuvre très colorée, rouge, qui marque aussi et qui est exposée. Je parlais de Vatican II, Let the Sun Shine In, avec la silhouette du pape Jean XXIII. Donc on est vraiment en Vatican II, avec une couleur jaune extrêmement puissante qu'on voit quand on entre dans la nef. On ne peut pas manquer tout au fond de cette œuvre qui rayonne. Et cette comment dire, confrontation à une évolution d'ouverture de l'Église à l'époque est tout à fait étonnante à voir d'une perspective européenne, puisque le diocèse de Los Angeles à l'époque, en tout cas, voyait cette évolution plutôt d'un œil critique, ce qui a fait que Sœur Corita s'est vue confrontée à des lettres de remise en ordre de son activité, de limitation de ses activités au seul espace artistique de la communauté. Je sais plus si vous l'avez dit en début d'interview, mais Sœur Corita a dû quitter, en tout cas c'est elle qui a choisi de quitter les sœurs du Cœur Immaculé de Marie en 1968. Pour quelle raison? Justement, ce sont ces tensions, ces courants en fait contraires, c'est-à-dire l'Église catholique mondiale qui ouvre et comment dire, qui encourage ces activités, par exemple artistiques de cette communauté, de faire des processions avec des sérigraphies, avec des bannières, avec des chants, en invitant plein de personnalités aussi dans ces conférences. Jean Renoir est venu, le couple Eames, Buckminster Fuller et bien d'autres. Et donc cette ouverture n'était pas du tout du goût du diocèse de Los Angeles de l'époque, en fait, où le cardinal McIntyre avait une vision beaucoup plus critique et plus réservée sur ces évolutions. Donc elle s'est, comme je disais, retrouvée avec régulièrement des lettres et comment dire, des demandes tout à fait expresses à ce qu'elle réduise son activité ou en tout cas à ce qu'elle ne soit pas diffusée à l'extérieur. Donc c'est vraiment à contre-courant et donc entre guillemets de guerre lasse, je dirais, en 1968. Après donc
des années de de ces tensions. Et là, elle a demandé la dispense de ses vœux. Elle a quitté la côte ouest, donc elle est allée à Boston. Elle a vraiment traversé les États-Unis pour faire une coupure et poursuivre en fait son activité, simplement en dehors de la communauté, mais toujours avec le même regard et avec la même profondeur spirituelle. Comment s'articule ce lien entre foi et son engagement politique et sociétal? Eh bien, ça, c'est vraiment le cœur des États-Unis, ou peut-être, oui, des États-Unis des années 50-60. C'est les, entre guillemets, les prêtres révolutionnaires, les prêtres combattants, combatifs, les frères Berrigan, dont l'un a passé du temps en prison pour avoir brûlé des documents confidentiels. Et sœur Corita disait, effectivement, moi, j'ai pas le courage d'aller en prison, je fais des sérigraphies. Et en tout cas, il y a eu des moments extrêmement forts. Je parlais de Stop the Bombing, c'est un des exemples qui montre qu'elle était engagée visuellement et à travers le texte qu'elle choisit pour dénoncer voilà, les horreurs des guerres différentes qui ont secoué le monde et les États-Unis. Quelle empreinte a-t-elle laissée dans la Alors, société américaine, je pense justement, mais aux États-Unis, quand même, c'est une artiste qui a une renommée, une importance chez les graphistes, tous ceux qui travaillent dans ce domaine-là. Elle a vraiment une reconnaissance et une existence importante. C'est vrai que, vous voyez, un mot qu'on n'a pas prononcé, on la nomme comment dire, la reine du pop art, ou la oui. nonne du pop art. Alors, je ne l'ai pas évoqué parce que c'est vraiment réduire son travail au simple fait qu'elle a effectivement des notions évidemment de pop art. euh, Andy Warhol, oui, elle aussi, elle a travaillé sur des tomates. Andy Warhol a travaillé sur les soupes Campbell, etc. Mais c'est quand même une artiste qui a une spiritualité tout à fait. Elle a une spiritualité que d'autres artistes n'ont justement pas. Et pourquoi n'a-t-elle pas été exposée en Europe à large échelle? Il y a eu des expositions dans différents pays, mais en tout cas en France, c'est la première fois qu'on lui consacre un moment qu'elle mérite important comme chez nous. Et en quelques mots pour conclure cette interview, même si je trouve que vous êtes assez convaincant de ce point de vue-là, mais est-ce que vous pourriez nous donner une raison aux auditeurs qui nous écoutent d'aller voir justement cette exposition pour ceux qui passent à Paris ou tout simplement pour découvrir ces œuvres? C'est une exposition qui ouvre les yeux. Je parlais de ses visites dans les supermarchés, mais en fait, elle observait le monde. Elle faisait d'ailleurs observer le monde à ses étudiants, puisqu'elle était aussi photographe. 15 000 photographies sont conservées au Corita Art Center de Los Angeles, d'où proviennent toutes nos œuvres. On montre une centaine de ces photographies pour la toute première fois dans le monde. Elles n'ont jamais été exposées. Donc, auditeurs, allez dans un supermarché, regardez les paquets de, je sais pas, de chips, etc. Lisez et essayez de voir à travers ces messages, ces phrases d'une banalité effroyable, de couper un morceau, prendre le cadre, prendre un bout, et puis d'imaginer une autre signification sur lave plus blanc, euh, le plus frais, ou comme utilisait sœur Corita, the juiciest tomato of all, donc la plus juteuse des tomates. Et puis vous allez vite, en visitant l'exposition, voir que derrière ces phrases banales, vous pouvez leur insuffler une transcendance, une spiritualité, une foi, et ainsi le monde devient une révolution joyeuse, emplie d'espérance. Voilà, il y a de quoi aller en tout cas découvrir cette exposition au Collège des Bernardins jusqu'au 21 décembre pour découvrir les œuvres et la vie de sœur Corita Kent. Merci beaucoup Pierre Corzilius d'être venu ce matin dans les studios de KTO Radio.